La compagnie des classes, tome 2, chapitre 10. Il avait fini par s'endormir lorsque Lucas Beryl, très excité, pénétra dans le local. Lien regarda l'heure. Il vit qu'il n'était que 5 heures du matin. Que se passe-t-il? Il vient d'arriver un convoi blindé de la sécurité. Ils sont en train d'encercler l'école. Vous avez pu téléphoner au gouverneur? Oui. Il m'avait dit qu'il viendrait le plus rapidement possible. Le chef de station a dû prévenir ses supérieurs comme vous le redoutiez. Un convoi blindé de la sécurité se composait de plusieurs voitures autonomes. Elles quadrillaient tout le pâté de wagons autour de l'école. Il y en avait même une juste en face avec son canon mitrailleur pointé. Il n'avait pas jugé utile de mettre le canon laser en batterie. Si le gouverneur n'envoie pas quelqu'un, nous sommes perdus, dit l'instituteur. Du calme. N'oubliez pas que vous êtes l'intermédiaire avec les pirates. Vous ne risquez rien. Si leur pression devient trop forte, je sortirai me constituer prisonnier. Vous garderez Yeuse avec vous. Je ne veux pas, dit-elle calmement. Tu me seras plus utile libre que captive. Dans les cités plus importantes, la population se gardait bien de s'attrouper lorsque la sécurité faisait une opération de maintien de l'ordre. Mais, à Soap Station, les habitants conservaient une certaine innocence, une ignorance rurale. Poussés par la curiosité, ils arrivaient de toutes parts, même les ouvriers savonniers, les hommes qui manipulaient la potasse avec leurs mains rongées, les femmes qui conditionnaient les pains de savon et avaient la peau étrangement blanche. À l'intérieur des blindés, les hommes de la sécurité devaient s'étonner, puis s'inquiéter un peu, étant dans l'ignorance de ce que pourraient faire les villageois en cas de violence trop flagrante. L'instituteur était un personnage important. La preuve, tous les petits porteurs d'action lui avaient confié sans hésiter leurs biens pour les représenter à l'Assemblée générale. Il y eut soudain un drôle de bruit, un crachotement amplifié, puis une voix parla dans un haut-parleur. Le capitaine Suno vous salue, population de Soap Station, et tient à vous expliquer les raisons de ce déploiement des forces de police dans votre charmant village. Un complice des pirates, qu'ils ont déjà enlevé plusieurs personnalités, se cache dans l'école, et tient votre instituteur Beryl en otage. Nous avons ordre de l'arrêter. Nous vous prions de vous éloigner, de reprendre votre travail. La compagnie a besoin que les efforts de chacun soient les plus efficaces possibles dans ces conflits qui nous opposent à des envahisseurs sanguinaires. La production ne doit pas ralentir. Faites votre devoir, nous ferons le nôtre. Mais les villageois, même s'ils approuvaient de hochement de tête le ton de cette péroraison, ne bougeaient pas pour autant. Il n'y avait pas tellement de distractions à Soap Station, et celle-ci était exceptionnelle. Si bien que le capitaine Suno s'énerva un peu et fit envoyer quelques jets de vapeur dans tous les sens. Les curieux reculèrent un peu, en riant comme d'une bonne blague, mais ne se dispersèrent pas. Lienrag, nous vous demandons de sortir. Si vous n'êtes pas au dehors dans 3 minutes, nous envoyons les gaz incapacitants. Lien n'avait pas prévu cette tactique. Les gaz paralyseraient tout, lui-même ainsi que Yeuse et Beryl. Ils embarqueraient tout le monde puis disparaîtraient. Le gouverneur aurait du mal à les faire délivrer puisqu'il était recherché pour rébellion, abandon de poste, propagation de fausses nouvelles, en état de guerre et bien d'autres choses encore. Je vais me rendre, dit-il. Il faut que vous restiez en liberté. Attendez encore un peu, le délai ne se termine que dans 2 minutes, et je suis sûr qu'ils le renouvelleront en partie. Essayons, murmura Lien. Angoissé, mais s'efforçant de le cacher, ils laissèrent s'écouler les 2 minutes restantes. Le haut-parleur tonna alors. Le délai est écoulé. Une dernière fois, Lien Rag, sortez. J'y pense soudain, fit l'instituteur très excité. Il faut que je le trouve. Lien ne fit pas tellement attention. Il se dirigeait vers la porte, mais Beryl revint avec un porte-voix. Je l'utilise avec les gosses quand ils sont dans la cour. Essayez de parlementer. S'approchant d'une fenêtre, Lien l'ouvrit et, après une seconde d'hésitation, répondit. Capitaine Suno, je suis prêt à sortir, mais je veux des garanties. Contrairement à ce que vous prétendez, je ne suis pas un pirate. J'ai même l'accord du gouverneur pour me trouver ici à Soap Station. J'exige que la population se porte garante de la régularité de mon arrestation. Il eut un silence total. Puis les machines du blindé grondèrent. Des jets de vapeur l'enveloppèrent. Mais la réaction était trop tardive. Tout le village avait entendu, et les gens s'interrogeaient. Le mot gouverneur avait eu son impact. La sécurité n'était qu'un corps organisé au service du gouverneur. Il était impossible qu'elle aille contre la volonté de ce dernier. Le capitaine Suno dut le comprendre car il fit taire le grondement de ses moteurs, cessa de faire envoyer de la vapeur et prit la parole avec un énervement sensible. Cet homme ment, nous sommes ici sur l'ordre du gouverneur, c'est un dévoyé recherché de toute la concession de la compagnie. Hier encore, il a insulté les anciens combattants dans la salle de l'hôtel, il est capable de toutes les ruses pour retarder son juste châtiment. Dans les villages, si le chef de station était à la fois maire et officier de police, il existait une organisation, un conseil de consultation. Dans les villes plus importantes, il était choisi avec le plus grand soin. Mais dans les bourgades comme Soap Station, ils sont composés d'anciens, de notables et de héros de guerre, si bien qu'il lui arrivait parfois de ne pas être tout à fait d'accord avec les représentations de la compagnie, qui lui changeaient tous les 3 ou 4 ans.
Un homme âgé, suivi de 2 autres, s'avança en direction du blindé en levant une main. C'est le syndic du conseil, souffla Beryl. Parfois, il est assez borné, mais il n'aime pas trop le chef de station. De toute manière, il cherche toujours l'occasion de se faire remarquer. Et cette fois, c'est tout à fait honorable. Il s'appelle Brian. Le syndic parlait, mais à cette distance on ne pouvait l'entendre. Et puis la tourelle du blindé s'ouvrit et le capitaine Suno sortit son torse, puis tout son corps, pour sauter entre les rails. Il s'approcha de Brian et commença une discussion assez passionnée avec lui. Monsieur Brian, cria soudain Lien dans le porte-voix. Allez donc téléphoner au gouverneur Sadon lui-même. Vous aurez la preuve de ce que j'avance, et aussi celle que le capitaine Suno n'exécute pas les ordres directs de la compagnie, mais ceux de ses chefs. Donnez-moi ça, dit Beryl, soudain décidé. Il lui arracha le porte-voix. Brian, c'est Beryl. Vous me connaissez, je ne suis pas homme à parler sous la contrainte. Et Suno se tourna vers son blindé et fit un signe. Terminez vite, cria Alien. Ils vont couvrir vos voix. Je ne suis pas menacé, cria l'instituteur. Je vous demande d'aller téléphoner au gouverneur. Et, à ce moment-là, le blindé donna l'impression qu'il allait exploser. La vapeur s'échappa avec des sifflements fantastiques que l'on dut entendre dans tout le pays. Quelques vitres de la verrière se brisèrent sous l'onde de choc sonore. La population sursauta. Les gens se bouchèrent les oreilles tandis que leurs expressions devenaient sévères. Suno comprit son erreur. Les ruraux n'étaient pas aussi conditionnés que les citadins. Ils ne faisaient aucune paranoïa vis-à-vis des forces de l'ordre. Les gens commencèrent à avancer. Brian voulut les retenir, mais ils s'engloutirent dans leur masse, qui soudain emporta aussi le capitaine Suno. Arrêtez, cria Beryl, sinon ils vont tirer. Mais personne ne pouvait l'entendre avec ces sifflements horribles. Il y eut aussi la vapeur, qui un temps recouvrit toute la scène, le blindé et les gens. Par chance, la vapeur empêcha également les mitrailleurs de distinguer nettement ce qui se passait, et de plus, leur chef pouvait être atteint. Ils restèrent sur leur garde, mais personne ne tira. La vapeur finit par s'épuiser, et pour en conserver un minimum en cas de départ imminent, le pilote la coupa. Et l'on vit un peu plus clair tandis que les oreilles n'étaient plus agressées. Brian avait réussi à s'écarter avec le capitaine Suno et les gens paraissaient moins décidés à la violence mais gardaient des visages soupçonneux. Brian fait signe d'Ilienne. J'y vais seul, dit Beryl. L'essentiel, c'est de gagner le maximum de temps. Le gouverneur finira par envoyer quelqu'un. Je pense qu'il l'a déjà fait, mais la sécurité a dû trouver le moyen de le retarder. Comme elle contrôle les nœuds ferroviaires, les aiguillages et les dispatchings, elle peut très bien envoyer un lococar dans une autre direction, même si ce dernier est muni d'une boîte noire de priorité. Beryl sortit et se dirigea vers le syndic et le capitaine. Il eut une longue discussion avant que l'officier ne revienne dans son blindé, certainement pour envoyer un message radio. La foule ne se dispersait pas pour autant. Ces gens-là, qui n'avaient été que de simples curieux plutôt favorables à l'opération de police, se sentaient désormais responsables d'un certain esprit de justice. Il y eut une demi-heure d'incertitude, et Lien eut peur que les gens ne finissent par se lasser pour rentrer chez eux. Déjà, quelques personnes s'en allaient. Et puis, sans autre explication, le blindé lança un coup de sifflet strident, roula lentement et s'éloigna de l'école. Ils s'en vont, dit Yeuse. Je ne sais pas exactement, j'en suis sûr, moi. Beryl confirma la nouvelle. Les 4 blindés qui encerclaient le pâté de maison venaient de se reformer en un convoi unique qui était en train de passer le sas. L'instituteur revint avec le syndic du conseil de consultation. Il s'inclina devant Lien, qui le remercia. Je ferai part au gouverneur de l'efficacité de votre intervention. Sans vous, ces ordres auraient été bafoués. L'homme se rengorgea, accepta un pot de bière, tandis que la foule se dispersait lentement. C'est alors qu'arriva le lococar du gouverneur, portant les insignes caractéristiques de ce haut fonctionnaire. Ce fut le directeur du zoo, Arlmern, qui s'en descendit. Cette fois, le syndic fut certain de ne pas avoir commis d'impair et s'en alla très satisfait et excessivement flatté des compliments qu'il avait reçus. C'était le plus gros savonnier de la bourgade, et il espérait que le gouverneur se souvienne de ce service. Il y a eu un cafouillage monstre, dit Merne. Nous devrions être là depuis l'aube, mais nous avons été détournés parce que 2 convois avaient déraillé. Je crois qu'il s'agit d'une ruse. S'ils avaient eu le temps de vous arrêter, nous n'aurions rien pu faire. Il regarda Beryl. Les pirates ont donné leurs accords. L'argent des actionnaires se trouve dans le lococar sous forme de lingots d'or, un poids considérable. Le gouverneur m'a chargé de venir ici et de vous accompagner le temps qu'il faudra. Très bien, dit Beryl. Je suis prêt à partir. Tout était prévu. Depuis son retour, il avait envoyé femmes et enfants dans un autre village, sous prétexte de les mettre en sécurité. Mais enfin, il ne pouvait plus supporter la présence de sa famille alors que Floa Sadon tenait une telle place désormais dans son esprit. Le cocar était celui de Floa, une merveille de technique sophistiquée. Il était piloté par un garçon rétribué par le gouverneur et répondait au nom de Sorgi. Il expliqua que selon les instructions données par les pirates, il devait emprunter le réseau du cercle. Cela jusqu'à Botany Station. Là, nous emprunterons un réseau secondaire dit Polaire 2. Nous devons recevoir d'autres instructions par la suite.
Mais de quelle façon? Par radio? Nous l'ignorons. Lorsque le lococar pénétra dans une ville de correspondance, Liane annonça à Yeuz qu'elle allait descendre, reprendre un train pour Grand Star Station. Il faut que tu retournes là-bas. Je ne veux pas que tu sois mêlé à ces histoires. De plus, les pirates pourraient s'étonner de la présence et l'affaire risquerait d'être compromise. Il ne souleva aucune objection et fut très digne lorsqu'il la laissa sur le quai. Lien éprouva un remords, l'impression qu'ils se séparaient à nouveau pour longtemps. Mais déjà, elle avait disparu au milieu des autres voyageurs. Bientôt, ils furent au milieu de l'énorme trafic du réseau du cercle. Malgré la quelques centaines de voies, la circulation devenait presque anarchique. La compagnie ne respectait plus les distances réglementaires et les relais électroniques saturés s'affolaient, si bien qu'il y avait des balises nouvelles sur le parcours. Notre priorité ne sert plus à rien, expliqua Sorgi. Les mémoires ne peuvent plus rien ingurgiter. Si nous n'avions pas cet impératif de rejoindre Botany Station avant la nuit, nous ferions mieux d'attendre que ça se tasse. Ce sont en particulier des convois militaires, dit Armern. Kirlance dit tout. Pourtant, ce n'est pas tout à fait la direction du front. En se dirigeant vers l'ouest, ils atteindront les limites de la concession. Au-delà, c'est la panaméricaine. Je ne pense pas que cette compagnie ait accordé un droit de passage aux troupes pour prendre la sibérienne. À rebours. Lien secoua la tête. Il y avait quelque chose d'assez inexplicable en effet. Parfois, il roulait en compagnie de vaisseaux impressionnants, des croiseurs à la superstructure vertigineuse, des avisos en grappe, des contre-torpilleurs rapides et qui n'utilisaient que 3 paires de rails. Il y avait aussi des trains blindés contenant le ravitaillement et les troupes d'infanterie. La panaméricaine n'est pas disposée à nous laisser traverser son territoire. Et c'est ce que nous préparions à l'attaquer, murmura le directeur du zoo. C'est fort possible. Ce serait de la folie pure. La panaméricaine est réputée comme étant la plus puissante du globe. Il possède des missiles à longue portée et des charges nucléaires. Si jamais nous commettons un acte insensé, ce sera l'apocalypse. Une simple démonstration de force alors. Pour atteindre Botany Station, Sorgi dut faire des acrobaties de conduite, de diplomatie et ne pas respecter les ordres d'une voix hystérique vociférait dans leur radio. Les convois militaires évitaient la ville, celle-ci pleine à craquer puisque les convois civils étaient bloqués sur place depuis la veille ou détournés en cours de voyage, refusaient d'admettre une personne de plus. Même leur lococar prioritaire paraissait indésirable. Ils durent trouver une voie de garage à la périphérie de la ville et partir à la recherche d'un dispatching, une sorte d'asile de fous où régnait une pagaille sans précédent. Lien et Sorgi trouvèrent enfin un contrôleur de la station et lui soutirèrent des renseignements indispensables pour pénétrer dans la ville. Il leur donna une carte perforée et le lococar put enfin se présenter devant le sas sud de la ville. Un autre contrôleur monta à bord et leur annonça qu'il pouvait se diriger vers les quais habituels de la station, mais qu'il devrait errer dans la ville à la recherche d'un stationnement, ce qui promettait des heures et des heures d'errance. Les Dresden Taxis se taillaient la part belle des voies de garage, puis venaient les tramways, puis les lococars particuliers, les engins de manutention, ceux de la voirie, des services de pompiers et de la sûreté. Un véritable casse-tête. Nous devons passer impérativement la nuit ici avant de prendre Polaire 2, ce sont les ordres. Mais si ça continue, nous allons rouler à petite vapeur tout ce temps-là et gaspiller notre carburant. Il va falloir d'ailleurs faire le plein très bientôt. Je me demande si les stocks existent encore dans cette ville. Tout est sans dessus-dessous. Ils étaient très fatigués et auraient souhaité pouvoir se reposer quelques heures dans un endroit tranquille. Mais d'autres lococars, d'autres trains de voyageurs cherchaient une voie de garage et tournaient en rond, tandis qu'une foule exacerbée emplissait les quais.